Bonsoir. Donc, dernier volet des interviews des petits porteurs. Dernier volet pour cet été, mais on continuera probablement à la rentrée. Donc, ce soir, on reçoit Larousse Trading. Bonjour Larousse. Salut Denis. Ça va? C'est quoi ton prénom à part Larousse? Alors, c'est Laros mon pseudo. La Rose, d'accord, ouais. C'est pas grave. Mon prénom c'est Olivier. D'accord. Bon, bonjour Olivier, c'est plus sympa. Ouais, Donc, ben, merci de répondre aux questions. avec Ouais. plaisir. Merci à toi. Donc, on va commencer, ben, comme d'habitude, ton parcours scolaire et puis après professionnel et ce que tu fais actuellement dans la vie. Ok, ça marche. Alors mon parcours scolaire, il n'était pas au début orienté finance ou marché financier. Moi, j'ai fait un master. Je me destinais à être enseignant. Et puis en fait, assez rapidement, on va dire au moment de la licence, je sentais que j'étais pas forcément dans la bonne voie. J'aimais beaucoup, parallèlement à ça, j'aimais beaucoup l'économie. Et donc pendant mes études, j'ai commencé un peu à m'initier à la bourse, à trader un petit peu. Et à la fin de mon master, en fait, j'ai postulé dans une grande banque qui m'a recruté. J'ai eu une formation en alternance pendant un an. Et donc après, voilà. Là, on est sur la partie professionnelle. Mhm. Donc je suis rentré dans cette grande banque. Après, j'ai gravi les échelons au fur et à mesure. J'ai été conseiller en gestion de patrimoine. Après, je suis rentré à la banque privée de cette banque en question. Et là, maintenant, je suis dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. D'accord. Gestion de patrimoine, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent, qui te donnent leur argent et qui leur disent, moi, je veux tant de pourcents à la fin de l'année? Ou comment ça se passe? Euh, ouais, alors, dans le discours, c'est plutôt j'aimerais avoir un bon rendement sans prendre de risques. Donc ça, D'accord? c'est pas possible. Mais sinon, oui, les missions que l'on propose, c'est en grosse partie de placer de l'argent avec nos clients. L'avantage, c'est qu'ils sont pas du tout clients bancaires. On a vraiment que principalement la gestion d'argent, donc on n'a pas à se soucier des opérations classiques qu'on peut avoir dans les banques, c'est-à-dire monter des dossiers de financement. Sur les opérations courantes, ça, on s'en occupe pas. Et après, on va répondre aussi à des thématiques de transmission, par exemple, pour des personnes qui ont un gros patrimoine financier, qui souhaiteraient réduire les droits de succession. On va proposer différentes solutions et aussi à travers l'immobilier pour ceux qui paient des impôts notamment et qui souhaitent défiscaliser avec du Pinel, avec du Malraux ou D'accord. de la réduction d'impôt sur le revenu avec des placements qui permettent d'avoir une réduction d'impôt. D'accord, d'accord. Mais vous faites pas vous proposez pas des actions ou des portefeuilles ou Si, des si. Alors opérations. après, ouais, alors après, en fait, oui, bien sûr, on propose de la gestion. Nous, c'est ce qu'on appelle la gestion accompagnée. On va pas, par contre, on va pas investir directement sur des actions. C'est-à-dire que moi, je vais pas pouvoir prendre la main pour un client et gérer pour lui action par action. On va Mhm. plutôt proposer des thématiques. Alors, mais des thématiques diverses et variées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des actions qui sont aux États-Unis, par exemple, sur des thématiques d'énergie renouvelable. Vraiment, quand même un panel assez large. Et on a une équipe de gestion qui va s'occuper de ça, en fonction des besoins du client et du souhait du client. S'il souhaite prendre un peu de risque ou pas du tout de risque, s'il souhaite rester sur les marchés européens ou éventuellement aller sur d'autres marchés. On a vraiment un panel important à leur proposer. D'accord. Et c'est à partir de ça que tu as décidé de rentrer en bourse alors, ou comment c'est passé Non. de... Alors en fait c'était avant, pendant mes études, à la fin du master, enfin pendant on va dire les 2 dernières années de master, où moi j'ai deux passions, on va dire, enfin deux passions, très sportives. Je vais plutôt parler de l'économie. Et après aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est nouvelles technologies. Et à l'époque, j'étais assez fan de Arcos, qui aujourd'hui Mhm. cote quelques centimes, mais Mhm. faut savoir qu'à l'époque, là je te parle en 2003-2004, c'était vraiment les premiers à avoir sorti des nouvelles technologies, notamment sur les baladeurs numériques. Ils avaient sorti un baladeur avec un petit écran, on pouvait envoyer des vidéos. Mhm. Et comme ça, dans le train, on pouvait écouter de la musique en MP3 et regarder ces vidéos. Donc j'étais assez fan de ça et je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien de voir si cette société était cotée en bourse. Et donc c'est comme ça que j'ai acheté mes premières actions. J'avais acheté
À l'époque, alors j'avais pas pris beaucoup, hein, j'avais pris 2000 titres aux alentours de 2 euros et Mhm. j'ai revendu assez rapidement à 4 euros. D'accord. Et du coup super content, mais sauf que 6 mois après, Arcos cotait 70 euros. Ah oui. Là, Mhm. je me suis dit, bon, pour une mise initiale de 4000 euros, on pouvait se retrouver finalement avec 140 000 euros en quelques mois. Alors après, elle est vite redescendue, mais c'est ça qui m'a mis le pied sur les marchés financiers. Donc en Et puis après, 2003-2004, hein, c'est ça? ouais, D'accord. 2004 de 2004, mémoire. d'accord. Ouais. D'accord. Et voilà, et puis après, donc du coup, ça m'a pas quitté. Bon, j'ai bien sûr changé mon profil d'investissement, mais j'ai toujours cette même passion pour les marchés financiers depuis 2004. On a connu quelques crises depuis. Ouais. Et t'es passé à travers toutes les crises. T'as jamais perdu en fait, ou t'as perdu de Si, temps en temps. Comment ça s'est passé pour en arriver si. où Si. t'en es aujourd'hui? Si. Alors au début, bon, heureusement que je n'avais pas de grosses mises. J'étais soit encore étudiant ou alors en début d'activité, donc je n'avais pas de grosses mises. J'ai d'ailleurs, comme on dit, Mhm. cramé, je pense, deux petits comptes en Mhm. bourse. Du coup, après, ça a été une remise en question sur ma façon d'aborder le trading. Et, euh, et là, honnêtement, bon, il y a un certain nombre d'années où j'ai pas d'années de baisse sur mes portefeuilles. Et en plus, j'ai envie de te dire que c'est vrai que quand les marchés baissent beaucoup, pour moi, en tout cas, ça a été plutôt des années porteuses où j'ai vraiment fait mes plus belles performances. En D'accord. 2008, par exemple, en 2011, de mémoire, ou 2010, je sais plus. Et là, cette année, encore de belles performances, au-delà de ce que je peux faire sur les années habituelles. La Après, il y a volatilité beaucoup de... alors en fait. Exactement, c'est ça. C'est ça, parce que moi, là, aujourd'hui, pour te donner ma façon d'aborder le trading, je vais avoir un portefeuille court terme, enfin, intraday, on va dire, intraday ou court terme, où je vais pas tenir longtemps mes positions. Et après, je vais avoir un portefeuille plutôt moyen et long terme. Sur le D'accord. portefeuille moyen et long terme, je fais peu d'arbitrage. Je le suis, bien sûr, mais je j'arbitre pas très souvent. Et après, sur le portefeuille court terme, là, je fais des arbitrages très régulièrement. D'accord. D'accord. Ok. Et donc au début, bon, t'as pris Arcos, et Ouais. après, parce que Arcos c'est une small cap, une technologique, t'es toujours resté là-dedans ou t'as essayé d'évoluer vers les big cap ou les mid cap, ou comment ça s'est passé? Alors, mais moi, c'est vrai que j'ai toujours cherché de la volatilité. C'est quelque chose qui m'a plu d'entrée quand j'ai vu le potentiel de gain. Mhm. Bon, d'ailleurs, j'avais pas assez dit qu'il y avait aussi un potentiel de perte C'est clair, ouais. important quand tu, voilà, quand tu rentres sur les marchés financiers tout flamme, mais ça te rappelle vite à l'ordre, ce genre de choses. Donc, je me suis plutôt orienté sur les small caps. Après, j'ai aussi fait quelques introductions en bourse qui à l'époque étaient payantes. Donc, c'était Neuf Télécom, je crois. Après, Ouais. ça a été racheté par le groupe Dreyfus. Enfin, il y a eu une OPA. Donc, je suis rentré effectivement sur quelques grosses valeurs. Après, j'ai pris aussi des valeurs de ma banque qui étaient cotées en bourse. Mhm. Et, euh, et là, aujourd'hui, j'ai des valeurs à moyen ou long terme qui sont de D'accord. grosses valeurs. Ok. Et comment tu as fait pour passer d'un trader perdant qui a cramé deux comptes à un trader gagnant? T'as changé de Alors, méthode, ou t'as pris une méthode, ou quelles étaient tes erreurs et comment as-tu corrigé tes erreurs? il y a plusieurs choses. Moi, je pense que déjà, j'avais un côté un peu fougueux, on va dire. C'était peut-être la jeunesse à l'époque, mais j'arrivais tout feu, tout flamme, donc j'étais capable de prendre position pas au bon moment, quand justement les valeurs étaient pas loin des plus hauts. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que je travaille. Il a fallu que je travaille un peu ma patience par rapport à mes points d'entrée. Donc ça, pour pouvoir m'améliorer là-dessus, ça a été l'analyse technique. J'ai regardé pas mal sur Internet. J'ai vu que sur tes vidéos, on parlait beaucoup de Tradosaur. Moi aussi, c'est Mhm. quelqu'un qui m'a inspiré. J'ai pas fait ses formations, mais je lisais régulièrement, je regardais ses vidéos. Et puis après, on essaie. J'avais un compte Bourse Match aussi à l'époque. Mhm. Euh, pour essayer justement de travailler une technique, j'ai toujours gardé, enfin, j'ai quasiment tradé qu'avec des portefeuilles réels, mais en parallèle sur Bourse Match notamment, j'avais un portefeuille virtuel et j'ai essayé de travailler mes points d'entrée et mes points de sortie pendant quelques années. D'accord. Voilà. Moi, c'était deux choses. Ça a été
une évolution graphique et après une évolution aussi psychologique sur ma façon d'aborder le trading. D'accord. Ok. Et maintenant, tu en es arrivé en tradant avec quels indicateurs? Du fondamental, oui, non. Du technique, oui, non. Ouais. Et si oui, comment? Oui, oui. Alors moi, j'ai toujours, bon, c'est vrai qu'il y a des débats entre le fondamental et l'analyse technique. Pour moi, c'est complémentaire. Après, je suis pas le meilleur analyste technique qui puisse exister. J'ai quand même de bonnes connaissances, mais je m'appuie aussi beaucoup sur l'analyse fondamentale parce que j'ai pas envie de me retrouver à contre-pied. Ça m'est arrivé d'être sur des valeurs avec des fondamentaux pas très bons et puis du jour au lendemain, de se retrouver avec une suspension de cours parce Mhm. que la société était en difficulté et donc lancer, je sais pas, un redressement judiciaire par exemple ou une grosse augmentation de capital massive. Donc ça aujourd'hui c'est quelque chose que je ferai plus. Je peux investir sur des sociétés qui sont pas de bonnes sociétés comme Biofitis par exemple. Mhm. Par contre, je resterai pas le soir. Je resterai pas passé le soir. Je ferai vraiment que de l'intraday. Donc moi j'ai toujours une approche fondamentale et technique. Fondamentale parce que quand j'investis après sur des actions, mais j'ai vraiment envie qu'elles progressent au-delà de mon point d'entrée et de mon point de sortie qui pourrait être au court terme. Si ça se passe bien, j'aime me laisser courir le gain. Donc je regarde des indicateurs comme le PER, des choses simples hein, comme la capitalisation par rapport à la trésorerie, sur le potentiel de marché, Le sur les PER, pour ceux dividendes. qui ne savent pas, c'est quoi tu peux expliquer un peu le PER? Oui, donc ça c'est pas. Alors ça c'est. Alors le PER, comment dire, ça peut être un petit peu déconnecté de la réalité parce que on considère que une société, en gros, hein, elle est décotée si elle a un PER qui est relativement faible, Mhm. notamment en dessous de 10. Après, on peut avoir des valeurs qui ont un PER très élevé, comme des valeurs technologiques avec des PER à 30 ou 40. Le PER, ça va être le bénéfice sur la capitalisation boursière. C'est un calcul qui est assez simple, Mhm. mais il faut vraiment tenir compte des perspectives d'évolution. Une entreprise, par exemple, qui travaille dans les minéraux, enfin, ou, je sais pas, comme, je cherche le nom. Au Euh, plata? non, pas au plata. Je cherche une plus grosse capitalisation. Bon, bref, peu importe. Avec un marché qui évolue peu chaque année, là, c'est sûr que un PER très élevé, c'est pas forcément un indicateur important. Mhm. Et au même titre, une valeur comme Apple, je connais pas son PER, mais peut-être qu'elle a un Mhm. PER de 50. Mhm. Mais ça veut pas dire qu'elle est surévaluée parce que derrière, on sait que chaque année, elle est capable de multiplier son chiffre d'affaires, d'augmenter, pardon, son chiffre d'affaires de 20 ou 30%, par exemple. D'accord. Donc, il faut vraiment toujours le rapporter par rapport au secteur d'activité. Mais ça, c'est quand même quelque chose, ça peut être une notion importante, je pense, quand on investit dans une société. Alors après, si on investit sur des biotechnologies, par exemple, là, on n'est pas du tout sur ce critère-là, puisque pendant des années, elles sont en perte, elles ont besoin de ressources, et si elles arrivent à mettre en place un médicament, derrière, il y a un retour sur bénéfice qui est important, mais on ne peut pas raisonner sous forme de PER pour les biotechnologies. D'accord. Ok. Ok. Et donc la base fondamentale déjà, disons, pour pas trader des daubes et puis pour pas avoir des mauvaises surprises C'est pendant la ça, nuit, si j'ai bien compris. Et c'est pour ça que tu nous avais exactement. expliqué que tu avais un compte IDCT et un compte moyen terme. Et Exactement. qu'est-ce que tu mets dans ton compte CTID, dans ton compte MTLT et comment tu choisis tes actions? Alors, bah attends, j'attrape mon portefeuille moyen long terme, par exemple. Je vais te donner la liste des valeurs que j'ai là actuellement. Alors, j'ai Crédit Agricole. Mhm. J'ai acheté à 6,5 pendant la crise. Alors, je sais que les bancaires, elles ont pas la cote aujourd'hui, mais voilà, je pense que ça peut être. Enfin, aujourd'hui, j'achèterais peut-être pas forcément un Crédit Agricole à 8 Ouais. et demi, mais aux alentours de 6, je la trouvais pas très chère. Air Liquide, après que j'aime bien, que j'ai acheté aux alentours de 105 euros. Biomérieux, Ouais. Airbus, que j'avais pris à 58, déjà un peu de BNP, Capgemini. Donc Un- voilà, j'ai que quelques du valeurs, CAC, tu quoi, vois, en fait. Ouais. ouais, au CAC ou SBF 120. Mhm. Après, à l'intérieur, je peux avoir, si vraiment
j'ai un manque de liquidité, par exemple, sur mon portefeuille court terme, je peux intégrer une valeur ou deux court terme. Mais c'est pas l'objectif. Là, vraiment, l'objectif de ce portefeuille, c'est de laisser courir pendant un certain nombre d'années pour avoir un gain maximum sans trop me prendre la tête non plus, à, D'accord. le, à me faire des allers-retours régulièrement. Et tu cherches un revenu de combien sur ce portefeuille ou tu as un revenu de combien? C'est-à-dire en pourcentage En ou pourcentage, oui, pourcentage annuel à peu près. Ou est-ce que euh, alors je te dirais entre 20 et 30%, D'accord. entre 20 et 30% par an, quoi. Mhm. Voilà, on peut faire largement mieux, mais après, l'objectif, c'est vraiment de sécuriser celui-ci. De D'accord. sécuriser parce que derrière, quand je fais de l'intraday, bon, ça peut très bien fonctionner, comme je peux me retrouver avec un mois où je choisis mal mes positions et du coup perdre une partie de mon capital sur le portefeuille intraday. Après, le portefeuille intraday, il va avoir une valorisation qui est quand même beaucoup moins importante que mon portefeuille moyen et long terme. Mhm. D'accord. Euh, Voilà. Après, tu vois, pour te donner une idée, par contre, le portefeuille intraday, cette année, je l'ai multiplié par 3. Depuis janvier. Ouais, depuis janvier. On peut Depuis savoir, janvier. multiplier par 3, c'est un portefeuille à 4, 5, 6 chiffres pour savoir, avoir une petite idée. Quand tu dis On- 5 chiffres, c'est quoi? T'as 1000, 10 000 ou 100 000 euros dessus. Alors non, ben, à la base, moins de 100 000. D'accord. Ok. Euh, et donc après, si tu veux, pour te donner, j'ai repris mes ordres que j'avais incarnés au début d'année, parce que c'est vrai qu'on oublie vite, comme moi je suis assez actif sur ce portefeuille, je me souvenais plus de mes niveaux d'entrée. Par exemple, tu vois, j'ai acheté du Novacite. Alors, c'est vrai que les valeurs Covid m'ont beaucoup aidé en début d'année. Mhm, mhm. Novacite, je l'ai acheté la première fois à 0,32. D'accord. À 0,32. Alors après, je l'ai pas du tout accompagné jusqu'à 5 euros et des poussières, hein, mais j'avais 30 000 titres à l'époque, tu vois. Aujourd'hui, tu les vends à 3 euros, ça te fait 90 000 euros pour 9 000 euros Ouais. de placé. Après, T'as fait combien t'as fait combien de bénéfices sur Novacite, sans indiscrétion? T'as dit 90 000 euros? Non. Non. non, non, non. Ça, c'est si j'avais Ah conservé ma oui. position. Mhm. Euh, alors, je suis pas capable de te le dire parce que j'ai fait énormément D'accord. d'allers-retours. Là, tu vois, quand j'ai regardé quand je l'avais vendue, et en fait, celle-ci, le jour enfin, le soir, elle annonce que donc elle met en place le test par rapport au Covid. Ouais. Je crois qu'elle ouvre aux alentours de 0,35 de Ouais, mémoire. ouais. Moi j'y étais dessus la veille au soir, elle était fermée à 0,19 et je crois qu'elle ouvrait à 0,35, ouais, ça doit être ça. Voilà, tu vois, voilà. Mm. Bon, ben, t'étais bien placé. J'ai tout vendu à l'ouverture. Bravo, Ah, bien joué. Et très après bien. j'ai pu toucher. C'est ça. Mais en fait, moi, donc, en plus, je l'avais une semaine avant, mais ça faisait partie des valeurs Ouais. que moi, en tout cas, je considérais comme un peu daube. Pareil, ouais, Donc, ouais, je c'est voulais. pareil. Ouais. Pareil, tout pareil. Ouais. Et donc, du coup, tu vois, je m'étais gardé mon plan et je me suis dit, je vais pas la garder overnight. Mm. Et malheureusement, le soir, nouvelle. Donc, le lendemain, un peu dégoûté, je regarde l'ouverture à 0,35, elle monte à 0,40, quelque chose comme ça. Je me dis, ouais, non, ça fait cher et tout. Donc, j'attends la conso. Et je l'achète à 0,32. Je crois qu'au plus bas, elle est descendue à 0,29 ou 0,28. Et en fait, je la vends dans la journée à 0,55, alors qu'elle finit, je crois, à 0,60 ou 0,65. Et puis après, c'est l'enchaînement. Ouais. Elle dépasse rapidement les 1. Je crois que même après, elle fait une journée à 1,50. Donc là, je reviens dessus régulièrement. Et il y a une après-midi affreuse où elle est passée de 0,50, je crois, à 0,80. Donc Ouais. là, je pense qu'il y en a qui ont, malheureusement, qui ont dû perdre des ronds. Je me suis posé la question de savoir si je l'achetais à la clôture. Je l'ai pas fait. J'ai vraiment hésité. J'avais le doigt sur la souris, mais je l'ai pas fait. Et en fait, elle ouvre le lendemain à plus 1%. Ouais. Pareil, hein, il s'est rien passé de nouveau et ça a enclenché la hausse, la hausse à moyen terme. Et donc après, j'ai eu plusieurs allers-retours. J'ai fait du 1,5 jusqu'à 2, 2,5 jusqu'à 3. Et j'ai même les derniers achats, je pense que je les ai fait aux alentours de 5 euros. Mm. Tu vois. Mais, Donc ça, c'était la valeur Covid qui m'a apporté chance. Après, j'ai acheté aussi parmi les valeurs Covid un peu de Robio. Je me suis dit, ouais. tiens, comme un peu tout le monde, on va essayer de jouer une autre valeur que Novacite qui fait aussi des tests. Mais ça a été très long sur Robio, ça n'a pas pris beaucoup. Ouais. Ouais. Donc, j'ai fait un petit aller-retour et je sais pas là où j'ai gagné beaucoup. Par contre, j'avais fait un bon aller-retour sur Terradiag.
il y a une journée un peu folle où moi j'avais acheté à 2,20 et je crois que j'ai revendu à 4,10 dans la journée, quelque chose comme ça. Ouais. Ou en 2 jours, enfin la journée ou en 2 jours. Après, j'ai acheté du chargeur, tu vois, à 11 et je l'ai vendu quelques jours après à 19,5. Donc là, pareil, j'ai fait une bonne Mhm. performance, du curling aux alentours de 3,5 jusqu'à 8. Bon, ça, c'est ce qui m'a permis déjà de bien démarrer l'année, on va dire. Et puis après, là, cette année, en fait, Parce que pour toi, une performance, une grosse performance annuelle, c'est beaucoup de petits coups ou peu de gros coups en fait. moi, Euh, alors ça va dépendre sur quel portefeuille j'interviens. Si sur, j'interviens sur le sur, portefeuille, sur le court terme, moi, je veux dire. Pardon, excuse-moi. ouais, alors, plein de petits coups. Après, faut qu'en fin d'année, la performance globale, elle soit intéressante. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'anime dans le fait de trader à court terme, c'est aussi l'adrénaline. Ouais. Donc c'est vrai que il va falloir que je fasse pas mal de coups pour que justement ça me donne envie de continuer. Après, il faut savoir que quand je prends une position, je connais pas mon taux de réussite, mais j'ai peut-être une position sur deux qui est gagnante, D'accord. ou deux, ou une sur trois, je sais pas. Tu vois, je suis loin d'avoir 100% de réussite. Mais moi, ma technique sur le court terme, c'est de couper assez rapidement. Alors, ça va dépendre de la valeur. Si c'est une valeur spéculative sur laquelle il y a de la volatilité, je vais tenter un point d'entrée et je vais couper à moins 1,5, moins 2,5% au maximum. Donc, je peux me faire sortir rapidement. Ouais. Par contre, comme il y a de la volatilité, ça peut aussi m'amener dans la journée, des fois 10, 12, 15% de gains dans la journée. Et Donc, même, quand tu te fais sortir, tu retentes la re-rentrer dans la même journée ou tu passes sur une autre valeur? Ou tu réinsistes ça, tu vois, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai travaillé dans le temps parce que j'étais déçu au début du moins de cette sortie sur une valeur, donc j'essaie de revenir. C'est pas le meilleur conseil que je pourrais donner maintenant. Il vaut certainement mieux passer à autre chose. Après, bien sûr, on peut revenir dessus et gagner dans la même journée. Mais avec le recul, ça m'a quand même plus apporté des déconvenus qu'autre chose. hein. Il faut accepter sa perte et, à mon avis, partir sur autre chose. Ouais, parce que moi j'ai les deux, hein, je connais les deux chez des traders, hein. Il y en a qui disent moi je fais une action, Ouais. je gagne dessus, je vends, je m'en vais. Et il y en a d'autres qui prennent l'action et qui toute la journée font des allers-retours dessus. Ouais, alors oui, c'est vrai. Après, Je connais les moi, je deux, suis hein. plutôt Hmm. ouais, moi, je suis plutôt partisan de la première option parce que quand ça m'arrive, hein, même encore, d'avoir vendu avec une belle plus-value et de me dire, ça peut encore monter. Et donc là, je reprends position, Ouais. mais d'ailleurs, peut-être au repère de 2-3% des 10% que j'ai gagné juste avant, quoi. Ouais, moi c'est Donc, pareil, hein, je redonne toujours au marché quand je reviens sur une action la même journée. exactement, c'est ça. Après, les traders qui t'ont dit ça, ils font peut-être ça sur du Forex. Je sais pas. Ils te parlaient d'action. Action de small, hein. D'accord, Hmm. ok. Pardon. Ouais. Tu nous expliques un peu comment tu rentres ou tes indicateurs que tu as pour faire tout ça? Ouais. Alors moi, par rapport aux indicateurs, donc je vais utiliser des indicateurs classiques, on va dire les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles à 7 jours, 20 jours, 50, oui, 50 jours, Ouais. les volumes, je regarde beaucoup aussi. Donc après, j'essaie de tracer un canal. J'aime bien aussi les breakouts. Mhm. Tu peux envoyer, si on peut regarder peut-être Oui, dis-moi quelques laquelle. graphiques. Alors attends, je l'attrape en même temps. Mais par exemple, Carbios. Donc là, on est sur Carbios, oui, je t'écoute. Donc, il y avait deux choses sur cette valeur. Il y a la thématique green, Mhm. qui est une thématique quand même à la mode cette année, notamment après le confinement. Donc, c'est vrai que je l'ai surveillé. C'est pas une valeur sur laquelle il y avait des gros volumes, mais comme tu vois, sur le graphique, en fait, il y a eu un plus haut aux alentours de 18 euros. Et après, ça a mené à rebaisser. Donc, vraiment, j'ai surveillé ce point. Et moi, j'aurais pu acheter à 16 euros, par exemple, mais je voulais attendre une validation avant de rentrer sur les actions. Donc, je l'ai acheté à 18 euros pile. Et après, alors, je l'ai pas accompagné, je crois qu'elle est montée jusqu'à 37 ou 38 euros de mémoire. Moi, je l'ai Ouais. accompagnée jusqu'à 28 euros. Mais elle a monté assez rapidement. Je m'attendais pas à ce qu'elle monte aussi rapidement. Mais voilà, ça peut être, ça fait partie des choses que j'aime bien, tu vois,
essayer de voir pourquoi sur une action ça a consolidé. Et après, si c'est un plus haut annuel ou un plus haut même de tout temps, hein, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire quand le marché décide de dépasser les plus hauts. Tu as D'accord. la même chose sur Donc Voltalia. là, en fait, sur Carbios, t'es rentré sur cassure du dernier plus haut, en fait, de 17,90. Exactement, c'est D'accord. ça. Et t'as sorti, pourquoi t'es sorti? Tu m'as dit 27, ça a coupé, j'ai pas bien compris, c'était 27, c'est ça? Ouais, c'est ça, 27, parce que après, j'avais décidé de vendre à ce niveau-là. D'accord. C'est vrai que moi, j'aurais pu la passer en trend following, hein, comme c'est à la mode là, Ouais. actuellement, mais vraiment, aussi, je voulais la garder sur une vision assez court terme, parce que derrière, fondamentalement, c'est une société qui aujourd'hui a aucun chiffre d'affaires, qui aura forcément besoin à un moment donné d'augmentation de capital. D'ailleurs, ils ont fait une augmentation de capital il n'y a pas si longtemps, avec une décote importante quand même. Donc voilà, j'avais cette notion en tête. Je savais que de toute façon, comme elle prenait beaucoup de valeur, ça arrive souvent sur les petites valeurs, mais c'est le moment de lancer une augmentation de capital. Ça Mhm. permet à l'entreprise Ouais, de créer moins de titres pour une valeur équivalente ou supérieure. c'est ça. Donc je craignais un petit peu ça. J'ai pris mes bénéfices et après, quand je l'ai pas monté à 38 euros, forcément, D'accord. c'est un peu ralent, mais j'ai pas retenté le coup derrière. Ça commençait à devenir dangereux pour T'as, moi. t'as pris ton bénéfice sur le gap en l'ouverture à 27, en fait, c'est ça, hein? C'est ça, Ouais. exactement. J'aime Et bien prendre soit sur des gaps, soit sur soit des RH par exemple, mhm. parce qu'il y a de la contrepartie. Aujourd'hui, sur les small caps, bon, maintenant je commence à avoir des positions relativement importantes. Donc il faut qu'il y ait de la contrepartie. C'est pas toujours le cas en séance et c'est vrai que quand ça s'emballe, des fois sur une réservation à la hausse, tu peux avoir de la contrepartie importante. Et là, je peux couper 50% par exemple de ma position. Et d'ailleurs, D'accord. je laisse. Ouais. Tu dis des projections grosses, ça correspond quoi en valeur? Une ligne de combien, par exemple, sur Carbios? Euh, je pense que j'avais dans les 2000 titres à peu près. Tu vois, j'ai pas sous les yeux, mais quelque chose D'accord. comme ça. 35 000 euros à peu près. Ah, quand même, ouais. Ouais. Oui, oui, donc c'est vrai que moi, je fais attention derrière à pas être pris de court avec une mauvaise nouvelle. Mhm. Parce D'accord. que bon, sur une valeur du CAC 40, c'est sûr, j'aurais pas 10% dans la journée, mais je serais pas exposé à un risque trop important du jour au lendemain. D'accord. Et quand tu prends des positions comme ça, tu sais quand tu vas sortir ou pas? Ou t'as une petite idée déjà? Euh, alors, je peux avoir une idée ou pas du tout. La Carbios, par exemple, comme elle était sur des plus hauts historiques, j'avais aucune idée. L'objectif, c'était de laisser courir un petit peu. J'avais comme point d'entrée 20 au début, puis après j'ai vu que ça s'est emballé, je me disais je vais monter à 25. Et en fait, ça s'est emballé très très rapidement. Donc, quand il y a une succession comme ça de bougies qui sont hors bol, pour moi, ça commence à être un signal de vente. Ouais. Quand je suis positionné, tu peux avoir deux, trois bougies au-delà des Bollinger. Ça arrive régulièrement. Et moi, quand je suis positionné, à partir de la deuxième, troisième, là, je me dis, il faut vendre. Par contre, je peux aussi prendre position quand une valeur commence à avoir une première bougie hors bol. Parce que, Hmm. notamment le matin, si je prends le cas, je sais pas, d'une valeur qui a pris 25% dans la journée, ça m'arrive régulièrement d'acheter aux alentours de 17 heures. À 25%, ça peut paraître un peu fou, mais le lendemain, tu peux avoir un gap haussier à Mhm. l'ouverture, avec Ouais. une continuation. Et moi, je vends à ce moment-là à l'ouverture et j'essaie de récupérer 4-5%. D'accord. Et tu fais, tu pyramides ou pas en fait tes entrées et tes sorties, ou tu fais tu rentres tout d'un coup et tu sors tout d'un coup? Non, je pyramide. Je pyramide parce que on est jamais certain d'avoir pris la bonne décision. Donc, alors, sauf si je suis sûr dans ma tête, je vends là parce que j'ai par exemple notre plan en tête. Mais souvent, je vends 50%, 50%, et puis après, je vois derrière, la tête reposée, est-ce que ça a été le bon moment de vendre? Auquel cas, je remets les 50% restants juste après, ou est-ce que je peux encore laisser courir mes gains, par exemple? Mais D'accord. souvent, ouais, je fais comme ça, je divise mes sorties. D'accord. Ok, parfait. Tu veux qu'on discute d'une autre action? Ouais, Tu veux qu'on voit un autre graphe? exactement. Alors après, est-ce que tu peux te mettre, par exemple, sur Gossin?
s'il te plaît. Oui, ça y est. Ça y est. Alors, celui-là, je voulais en parler parce que euh, bon, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Moi, je trouve que le plus dur, c'est pas d'acheter une action, c'est d'en sortir. Et ça peut être compliqué de déterminer les points de sortie parce qu'en plus, il peut y avoir un quota affectif qui qui est normal, hein. En bourse, moi aussi, quand j'affectionne une valeur, je me dis, c'est peut-être pas encore le moment de vendre, elle va continuer à monter. Donc, c'est toujours assez compliqué de vendre avec détachement. Ego5, je voulais t'en parler parce que du coup, donc je suis rentré. Il y a eu, je sais plus quel fonds, Hyperloop, je crois, voilà, qui a racheté des actions Ego5 à plus de 9 euros alors qu'elle cotait 2,80 €, je crois, la veille. Donc l'ouverture s'est faite à aux alentours de 3,20, puis après elle a consolidé un petit moment entre 3,20 et 3,30. Je crois quand même elle est descendue à 3,15. Et moi j'ai décidé de prendre position aux alentours de 3,20 quand j'ai vu que ça pouvait repartir. Et de suite je me suis dit, il faut que je vende si ça prend, il faut que je vende dans la journée. Donc là je vais regarder le graphe et en fait quand tu regardes on voit que sur les séances précédentes et les jours précédents il y a quand même une grosse résistance aux alentours de 3,80. Donc dans l'idée, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un ordre de vente pour 50% à 3,72 et après j'en ai posé un autre à 3,78. Mhm. Elle est montée un peu plus haute et je crois qu'elle est montée à 3,90. Mais du coup sur Twitter, voilà, j'ai expliqué pourquoi je vendais à ce niveau-là, bien qu'elle cotait au moment où j'ai donné ma position, elle était au-dessus de 3,80. Et j'ai dit que pour moi, ça serait compliqué de valider les 3,80 en séance, quitte après à revenir plus tard. Ça m'arrive aussi comme tout le monde, de se tromper sur une sortie. Je préfère vendre à 3,80 et racheter par exemple à 4. Si elle a validé en fin de séance les 3,80, Mhm. faut que me retrouve coincé. C'est clair. Ok. Voilà. Et après, attends, je regarde sur les graphes. Et après, si tu peux mettre Whitby, je sais pas comment on Oui. prononce, s'il te plaît. Alouite. Comme ça, Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Donc ça, c'est une valeur où on va dire j'ai été un peu plus agressif que d'habitude parce que je te disais tout à l'heure que j'aime bien prendre position après un breakout. Là, j'ai pris position juste avant. J'ai pris une position aux alentours de 3,70. Alors que quand on regarde le graphe, on voit quand même qu'il y a une résistance aux alentours de 4. J'ai essayé de l'anticiper parce que en fait, ça a été la conjonction de deux choses. Donc d'un point de vue graphique, j'espérais le passage des 4. Et après, c'est surtout la performance semestrielle, pardon, qui a été publiée par l'entreprise et les perspectives de développement. En fait, c'est une entreprise sur donc technologie. C'est vrai qu'ils n'ont pas du tout été impactés par le Covid puisqu'ils travaillent beaucoup à distance. Et c'est une société qui est rentable avec une petite capitalisation. Donc, Mhm. voilà, je me suis dit, je vais quand même tenter le coup. Et après, dès qu'elle a passé 4, ça a déroulé. Ça a déroulé assez rapidement. Et là, j'ai vendu 50%, tu vois, aujourd'hui à 5,80. D'accord. Donc, ça faisait 40% de gains en quelques semaines, 15 jours, Oh, 15 jours à bien, 3 hein. semaines. Ouais. Bien, ouais. Et j'ai gardé 50% parce que je pense qu'elle va continuer. Elle va continuer, mais moi, après, maintenant, aujourd'hui, je m'impose de prendre régulièrement des bénéfices. Mhm. C'est quelque chose que je fais sur mon compte titre. Oui, parce que j'ai deux choses. J'ai le PEA qui est moyen long terme et j'ai le compte titre pour l'intraday et le court terme. Mhm. Mhm. Sur le compte, je m'impose de prendre régulièrement des bénéfices. D'accord. Ok. Tu fais toujours des entrées sur accélération haussière. T'es pas tu fais pas des excès baissiers, tu fais pas les épuisettes. C'est toujours sur Si, casser des plus hauts apparemment. Ou c'est parce que c'est le alors, marché qui est comme ça maintenant. voilà, c'est ça, exactement. C'est que c'est une nouvelle donnée, à mon avis, enfin, moi, en tout cas, que j'ai trouvé sur les marchés. Aujourd'hui, le marché marche quand même pas mal comme ça. Il y a le trend following qui est hyper à la mode. Le breakout, par exemple, tu vois, c'est un terme que je connaissais pas il y a ne serait-ce que 2, 3 ans. Ouais. Et je trouve que ça peut être un bon indicateur. Après, placer des épuisettes, je le fais aussi. Vraiment, ben là, du coup, quand intraday, si une valeur ouvre avec moins 15% parce qu'il y a de mauvaises nouvelles, par exemple, j'essaie toujours de placer une petite épuisette pas très loin Mhm. de l'ouverture et de revendre avec 3, 4 ou 5% de bénéfices dans la journée. Mais c'est Mhm. un peu plus, je pense, pour moi, je trouve que c'est plus risqué. Mhm. Plus risqué parce que si ça baisse fortement, c'est qu'à un moment donné, il y a une raison forte et que, à moins d'être très, très réactif,
Je pense que c'est plus compliqué. Ouais, c'est dur de faire les deux, hein. Moi aussi, les excès baissiers, j'ai, j'ai des problèmes, ouais. J'ai des doutes, ouais. Je reprends. Ça fait la deuxième fois que tu dis ça, donc on va un peu reparler de ça. On va se faire des amis sur Twitter, hein. Euh, le, le trend following, c'est à la mode. Pourquoi? Parce que le marché veut que ce soit ça, ou parce que ben, on nous parle de trend following toute la journée et puis à la fin ça rentre. Mais euh, j'avais fait un petit sondage. Tu penses que ça peut marcher en marché baissier ou en range, le trend following? Bah, moi, j'aurais dit non. D'ailleurs, je pense que j'ai répondu à ton sondage, j'ai mis non. Ouais, Si c'est toi qui l'as publié sur Twitter. Et après, je crois que Nicolas Quéron a dit que Warren Buffett aurait dit que ça marchait un marché baissier. ouais, Après, je sais pas, tu suis pas expert du trend following, enfin pas grand expert. Moi, je pense que le gros avantage du trend following, c'est que tu n'es pas obligé d'être devant ton ordi. ouais. Tu vas, tu rentres par exemple sur ben voilà, un breakout à la hausse. Et derrière, tu mets ton stop de protection et chaque soir, tu l'adaptes, tu le remontes un petit peu si c'est gagnant. C'est vrai que ça permet d'être assez libre la journée et de regarder de temps en temps si tu as été exécuté à ton stop à la baisse ou pas. C'est à mon avis, c'est ça le gros avantage. Ouais, mais le Enfin, gros moi, inconvénient, c'est que pour te rentrer sur une position, tu te fais sortir 15 fois avant de l'avoir la bonne, quoi. c'est ça. C'est exactement. Mais après, la fois où le jour, ça, les gens qui en font vont te le dire, le jour où ça marche, tu peux te faire 400, 500, 1000% sur 2-3 ans, par exemple. Si tu es sur, je sais pas, Esker. Esker, aujourd'hui, je la vois à 140 euros. Moi, je sais que c'est une valeur que j'avais il y a quelques années en dessous de 10 euros. Ouais. J'ai jamais tenu une position longue là-dessus, mais il y a d'excellents coups à faire. C'est pas, je pense que c'est compatible, hein. Moi, sur mon portefeuille moyen ou long terme, j'ai quelques valeurs aussi en trend. Je remonte régulièrement mes stops, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas l'un ou l'autre. Et après, c'est sûr que si tu as, je sais pas, 10 000 euros à investir, forcément, il va falloir faire des choix. Quand tu commences à avoir un portefeuille important, là, tu peux t'adapter. Tu peux, à mon avis, te laisser un montant défini de capital à moyen et long terme, et après de faire de l'intraday si tu aimes ça, si tu veux te faire, enfin, te faire gagner de l'argent assez rapidement si ça marche bien. Ce qui ne sera pas le cas sur le trend following, parce que le trend following, ça va payer à moyen long terme. Mais Mhm. un intraday ou à la semaine, c'est rare quand même, je pense. Ok. Et t'en as une dernière ou c'était quoi? C'était, je crois que tu m'avais donné Voltalia, non? Ouais, voilà, Voltalia. Voltalia, c'était simplement pour. Là, il y a un trend. Moi, je suis rentré. Ben, celle-ci, par exemple, je l'ai encore en portefeuille, tu vois, mais je l'ai passé en version trend following. Je sais que c'est une valeur qui bouge pas beaucoup, donc aucun intérêt en intraday, parce qu'il n'y a pas énormément d'échanges, il y a peu de volatilité. Par contre, je pense on verra, hein, c'est l'avenir qui nous le dira, mais je Mhm. pense qu'il y avait un point d'entrée intéressant après les 18 euros, qui bloquait depuis des années. D'accord. Ok. Et Toi, ça te dérange pas qu'une action monte doucement, enfin, c'est-à-dire que tu cherches pas à optimiser en faisant ce fait Christophe. Lui, il cherche les actions les plus rapides en fait en train de following. Toi, non. Toi, tu, non, ouais, non, pas forcément. Pas, non, parce à côté de ça, j'ai mon portefeuille court terme. ouais. Donc, je pense que Christophe, s'il fait que du trend following, c'est que, oui, enfin, à mon avis, je sais pas, je le connais pas, mais je pense pas qu'il fasse de l'intraday. Donc, c'est sûr Non. que si tu fais de la bourse en trend following que sur des valeurs molles, bon, c'est pas forcément très passionnant, à mon Ouais. avis. Alors, tout dépend quel est l'objectif d'investir. Et bien sûr que l'objectif, il est financier, mais moi, c'est aussi une passion. Donc, Mhm. j'ai j'ai besoin d'investir sur des valeurs pour lesquelles je pense qu'il y a un potentiel de développement important parce qu'elles sont sur un marché, je sais pas, de niche, par exemple. Donc là, vraiment, je vais avoir un intérêt pour la valeur et en me disant, tiens, à l'avenir, ça pourrait être, par exemple, le McFly. Ça pourrait être une valeur qui va peser à l'avenir et qui aura un poids important dans l'économie. Euh, et après, et après,
Merde, je sais plus ce que j'étais en train de te dire. J'ai perdu le fil. Non, Bref. non, McFly qui allait avoir un peu un point dans l'économie, tu disais? Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire en Ouais. fait. Je voulais dire que moi, le trading, c'est ça, c'est que c'est pas que financier, c'est aussi essayer de dénicher ce que j'appelle des pépites, avoir un peu d'adrénaline. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi le court terme. C'est un ensemble de tout ça. Quelqu'un qui va avoir un objectif uniquement financier, il peut trader en bon père de famille. Il va regarder son portefeuille de temps en temps, il va prendre des valeurs qui bougent pas beaucoup. C'est sûr qu'à long terme, il va gagner de l'argent. La Mhm. bourse, dans tous les cas, enfin, moi je le vois dans mon métier, il n'y a pas de meilleur placement à long terme. Alors Mhm. après, c'est sûr que celui qui a acheté Arcos, Biofitis, il n'aura peut-être pas le même regard, mais si tu le fais à peu près intelligemment, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu n'auras pas un meilleur rendement. Ça, c'est clair. Mhm. Malgré la baisse qu'il peut y avoir régulièrement sur les marchés financiers. Il y a tout le temps, il y a des crises, hein. Mhm. Ouais. Le futur, alors, qu'est-ce que tu veux changer dans ton trade? Est-ce que tu veux en vivre ou est-ce que ça, c'est bien comme ça? Alors, en vivre, je me suis déjà posé la question. Mais moi, ce qui me dérange, alors c'est purement personnel, c'est que moi, j'ai besoin de socialiser, de Ouais. socialiser, tu vois, dans mon activité, rencontrer des gens, rencontrer des clients, échanger. Ça, pour moi, c'est hyper important. Si j'étais trader à mon compte, enfermé dans mon bureau, bon, je sais que ça me correspondrait pas. À un moment donné, je tournerai en rond, voilà, ça me conviendrait pas. Donc, non, moi là aujourd'hui, je le fais par passion, à côté de mon boulot. D'accord. Voilà, je le changerai pas. Pour l'instant, après, peut-être que dans D'accord. 5 ans, je changerai d'avis, mais ça m'étonnerait. Je pense pas avoir le caractère pour pouvoir le faire en solo. Ok. Et techniquement, qu'est-ce qui te manque pour t'améliorer? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer pour perfectionner ton trade? Bon, les sorties, même si j'essaie de travailler, bon, là, les sorties, comme je te disais tout à l'heure, on n'en parle pas beaucoup et je pense que c'est dur. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je dois encore travailler. Euh, Après, on peut progresser en tout. Je peux progresser encore en analyse technique. Je peux Mhm. progresser d'un point de vue fondamental. Moi, je suis pas l'expert de tout, mais par contre, j'essaie d'avoir une conjonction de tous ces éléments-là dans mon trading. Donc aujourd'hui, ce que j'essaie d'améliorer, c'est les sorties, c'est un petit peu le côté psychologique. Par exemple, j'ai encore tendance, malheureusement, quand je fais un mauvais coup, à vouloir me rattraper de suite et rapidement. Donc Mhm. ça veut dire que je peux avoir tendance à prendre une surexposition sur une action pour rattraper ma perte sur le trade précédent. Et ça, c'est très mauvais. Parce que d'ailleurs, tu fais ton trading avec... t'es pas très serein dans la façon d'aborder ton trading. Donc ça t'amène forcément à de mauvaises décisions. Et puis en plus, si ça marche pas, d'ailleurs, si t'es surexposé, c'est compliqué de rattraper quand tu fais du court terme. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je sais qu'il faut que je travaille. Si j'ai perdu 10% dans le mois, bah, je vais pas chercher à les gagner dans la semaine. C'est pas grave. Si je le récupère en 2 mois, c'est pas gênant. Mhm. Il y a un côté psychologique, moi, qui m'intéresse beaucoup, parce qu'on apprend quand même pas mal de choses, tout le monde doit te le dire, hein, sur soi-même Ouais. dans Mhm. le trading. C'est clair. Et des fois, ça fait Et peur. Ouais. c'est ça, exactement. C'est un Mhm. combat avec soi-même, avec les marchés, et c'est vrai que c'est intéressant. Ok. Ben, merci beaucoup, Olivier. C'est très intéressant de parler avec quelqu'un qui, c'est pas facile à faire d'avoir deux portefeuilles, deux stratégies, de l'intraday, du trend following et puis du long terme, quoi. Merci, Merci à toi. merci pour toutes ces informations. Et puis, c'est Laros Trading. Alors, c'est pas Larousse, c'est Laros Trading, alors. Ouais, c'est ça. Alors, juste justement par rapport à ce que tu en parles, euh, en fait, moi, ce que je m'étais fixé comme challenge cet été, c'était de trouver une valeur que j'appelle pépite chaque jour. Ouais. J'avais un peu de temps, du coup, j'avais des vacances un petit peu longues là, cet été, donc je me suis dit, je vais me fixer cet objectif-là. Donc c'est déjà un objectif personnel pour voir si j'arrivais à avoir de bonnes performances. Ce sont vraiment des valeurs que je tradais en direct, c'est-à-dire que le matin, je publie une valeur pépite à 9 heures Ouais. et je rentre en même temps.
après, je peux la vendre dans la journée, donc j'indique que j'ai vendu. Ou alors, si ça marche plutôt bien, je peux la garder. Il y avait ce premier objectif. Le deuxième objectif, c'était quelle que soit la taille de son portefeuille, tu vois, de montrer que le trading tout le monde peut en faire, en fait. Mhm. Et que c'est pas vraiment quelque chose qui est hyper compliqué. De loin, moi, je le vois avec mes clients, ça fait toujours un petit peu peur la bourse, mais après, quand on a une méthode, quand on met en place des Mhm. plans consistants, honnêtement, c'est payant. Après, ça demande de D'accord. l'investissement et du temps, c'est sûr. Ok. Donc, tu as gagné des sous, mais tu as perdu ta femme cet été, c'est ça? C'est ça, exactement. J'ai madame, j'ai madame qui râle. Mais je vais changer enfin, voilà, je peux pas en parler, il n'y a rien d'exceptionnel, mais je vais changer ma façon de faire à partir du mois de septembre, du coup, avec la reprise d'activité. Ouais. Et je vais essayer de mettre en place, toujours pareil, une gestion, alors, différente, mais que je vais trader moi aussi. Mhm. D'accord. Voilà. Bah, Et après, il y aura un partenariat avec quelqu'un de connu sur Twitter également. ah, d'accord. D'accord. Bah, Voilà, tu nous en parleras, on reste connecté alors. c'est ça, exactement. Ok, surprise. Merci Olivier. Merci à toi et c'est vraiment sympa le temps que tu passes avec tous les PP, tous les pros. Continue. Bravo. Merci. Allez, au revoir. Ouais, ciao. Ciao.